Merci. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs de votre aimable attention. Il me revient ce matin de prendre la parole à l'effet de présenter en dernier lieu les éléments de plaidoirie pour assurer la défense du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Ce moment tant attendu, mais aussi redouté, est l'occasion pour les uns et pour les autres de mettre à l'évidence des éléments certainement qui étaient inconnus du grand public, qui peuvent être considérés comme des éléments de la procédure. Monsieur le Président, mon devoir et l'étendue de mes obligations à cette phase de la procédure est d'autant plus immense au point que je me pose un certain nombre d'interrogations quant à ma capacité à assurer avec efficacité les charges qui sont les miennes. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce moment est le lieu et l'occasion de saluer particulièrement votre formation, la formation de ce tribunal, qui au départ avait suscité un certain nombre d'interrogations, tant chez les professionnels que chez le public. Monsieur le Président, pour ceux qui ont eu la chance de vous côtoyer dans l'exercice de vos missions respectives, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, je veux parler de vous, président du tribunal, et tous les assesseurs. Personne parmi ces professionnels n'ont douté un seul instant de vos capacités respectives à gérer et à faire conduire les débats dans le sens de la responsabilité qui sont les vôtres. Ce dossier, il a été dit, soutenu, développé, qu'il est et demeure un dossier. Cependant, pour certaines raisons, ou dans certains contextes, Monsieur le Président, les audiences dans cette affaire ont été émaillées parfois par des incidents contentieux inhérents à tout procès pénal en général et particulièrement au procès criminel. Mais votre capacité à gérer ces incidents contentieux, cumulés parfois avec des incidents d'audience, Monsieur le Président, ont permis aux uns et aux autres de voir ce jour tant attendu arriver. C'est celui de la présentation des éléments de défense du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Monsieur le Président, ma tâche
à cette étape de la procédure pouvait être relativement facile si j'étais le premier intervenant. Mais étant donné que dans le dossier de la procédure, des éminents confrères m'ont précédé, qui ont eu l'éloquence, la pertinence de développer par devant vous les éléments objets de la poursuite, il me revient à cet instant de venir intervenir à la suite d'un doyen. Il s'agit de Maître Salifou Béavogui, un doyen qui, il faut le saluer par son courage, mais aussi par la pertinence de ces éléments développés dans cette procédure. Ceci étant dit, Monsieur le Président, je ne saurais entamer le vif de mon intervention sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu à poser des actes ou se sont abstenus de poser des actes dans le sens de la tenue de ce procès. Monsieur le Président, qu'ils reçoivent mes vifs remerciements. Ces remerciements vifs sont d'autant plus importants qu'aujourd'hui, je m'efforcerai à être bref pour éviter, en ce qui concerne M. le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, une répétition qui pourtant est constituée d'ailleurs l'une des caractéristiques du procès pénal. Mais Monsieur le Président, les éléments susceptibles d'être répétés dans mon intervention ne pourraient être que des éléments constants, établis et imparables. C'est pourquoi il vous souviendra que en 2008, décembre précisément, le 22 décembre, nous avons été endeuillés par le décès du général Lansana Conté. Dès après cette triste nouvelle, le CNDD, à sa tête, le président Moussa Dadis Camara, a eu à faire des interventions, des déclarations à la télévision nationale annonçant la dissolution du gouvernement. Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur tous les faits, puisque, d'une part, ces faits ont été suffisamment exposés, mais également, ces faits se trouvent inéluctablement relatés par l'ordonnance de renvoi qui vous saisit dans cette affaire et précisément en ces pages 9 à 11 dans ce dossier de la procédure. Ces faits, Monsieur le Président,
ont été qualifiés par le pool des juges d'instruction pour des infractions diverses. Hier, dans la soirée, il a été fait état de tous les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo est poursuivi. Monsieur le Président, relativement à ces infractions, relativement à ces faits, dans le dossier de la procédure, il a été déclaré, démontré, établi que le mois de septembre 2009 et début du mois d'octobre 2009, période dans lesquelles les faits poursuivis ont été commis, ont trouvé le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo en détention privée de sa liberté. Ces constances, ces éléments établis, factuels, n'ont pas été mis à la disposition des magistrats instructeurs. Parce que, tout simplement, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo a été entendu sans l'assistance d'un conseil. Et sans gêne, le ministère public, dans ses réquisitions, puisqu'il l'a dit, martelé, qu'il requiert l'application de la loi et dans l'intérêt de la loi. Mais sauf que l'assistance d'un accusé par un conseil constitue aussi l'application stricte et rigoureuse de la loi. Aucun mot n'a été branché par le ministère public relativement à cette réalité. Monsieur le Président, dans ce dossier de la procédure, les magistrats instructeurs ont estimé dans l'ordonnance de renvoi qu'il existerait des charges suffisantes contre le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo résultant des témoignages effectués par lesquels, selon toujours eux, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo était aux côtés du contingent des services spéciaux impliqués dans le massacre du 28 septembre 2009. Voilà les raisons, les motifs pour lesquels le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo a été renvoyé devant le tribunal criminel de Dixine. Monsieur le Président, distingués assesseurs, il résulte de ces motivations que les juges d'instruction ont eu comme élément entre griffes considéré en fonction de l'étape de la procédure comme charge
les témoignages. Le témoignage, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, constitue un mode de preuve en matière pénale. Dans ce dossier, tout au long des interventions, tant des parties civiles que du ministère public, il a été fait état à un certain niveau des témoignages. Mais de quel témoignage? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui devrait être déduit? Mais tout a été dit et entendu dans ce procès. Pourtant, il est constant et établi que dans le dossier soumis à votre examen, le colonel Ibrahima Kamara Dik Kalonzo est aujourd'hui poursuivi sur la base de l'unique phrase qui aurait été prononcée par le capitaine à l'époque, Sori Kondé. Cette phrase n'était rien d'autre que la réponse à une des questions du magistrat instructeur qui était votre chef d'équipe. C'est fini. La seule phrase a été estimée comme des témoignages entre griffes au pluriel. Monsieur le Président, à supposer qu'on se référait et qu'on se limitait simplement et exclusivement à la déposition du capitaine Sori Kondé, témoin entendu à l'instruction, il est constant et établi que le nom du colonel Ibrahima Kamara Dik Kalonzo n'est apparu qu'une seule fois. Est-ce que cela est suffisant pour que témoignage entre griffes soit mis au pluriel? Mieux, en dehors du procès verbal d'interrogatoire du capitaine Sori Kondé, aucun autre témoin n'a parlé ou n'a fait état du colonel Ibrahima Kamara Dik Kalonzo relativement aux événements du 28 septembre 2009 et jours suivants. Monsieur le Président, le ministère public je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est en vertu de l'indivisibilité du ministère public que des réquisitions et toutes sortes de réquisitions doivent être présentées, même pour des cas avérés? La réponse sera donnée dans votre décision. Monsieur le Président, il est de principe connu de tous que lorsque nous parlons de preuves devant une juridiction de jugement,
que nous faisons allusion à un certain nombre d'éléments. En ce qui concerne notre client dans cette affaire, le témoin qu'il avait indiqué a été entendu. Les questions lui ont été posées. Il a dit, précisé et insisté qu'il n'a jamais parlé du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Et tout au long des débats dans cette affaire, devant votre juridiction, il a été développé, soutenu, que l'instruction définitive se fait ici et maintenant. Mais lorsque, après avoir obtenu tous les éléments à cette instruction définitive, on met ces éléments d'un côté, on revient sur ce qui avait été déclaré à l'instruction préparatoire pour tenter de dire que si vous voyez que le témoin s'est rétracté, que c'est parce qu'il s'est rendu compte de la gravité des faits. Mais, Monsieur le Président, est-ce que c'est le ministère public qui s'est rétracté pour dire les motifs de la rétractation, ou c'est la partie civile qui s'est rétractée pour dire les motifs de la rétractation? S'il y a variation, le témoin, lorsqu'il change de version, le témoin, son témoignage et sa déposition doivent tenir et être considérés comme tels. Il vous appartient. Et il appartient à tous les intervenants du procès de faire état des arguments nécessaires à faire admettre ou rejeter les dépositions d'un témoin. Dans ce dossier de la procédure, les témoins dans ce dossier sont de deux ordres. Il y a des témoins entendus à l'instruction préparatoire, des témoins entendus à l'instruction définitive par votre juridiction. Et lorsque la loi, l'article 497, régissant l'administration de la preuve, dit que l'intime conviction du juge ne doit être fondée que sur des éléments contradictoirement débattus devant lui. Dans ce dossier de la procédure, il est constant et établi que le capitaine Sori Kondé, à l'occasion de sa déposition devant la juridiction de jugement, a eu à varier et à changer complètement au point que acte a été pris dans le primitif, et il a réitéré et déclaré d'ailleurs que relativement à l'équipe de patrouille dans laquelle il faisait partie, qu'il était le chef. Il était le chef du bord. Mais est-ce que quelqu'un va varier au point de s'accuser lui-même? Cette question posée
trouvera la réponse dans votre décision à intervenir. Et la réponse est d'ores et déjà connue, même du ministère public. Mais il faut faire semblant, il faut chercher à sauver aussi la face. Mais ils auraient mieux fait, ils pouvaient mieux réussir cette œuvre, ne serait-ce qu'en adoptant au moins les astuces ou certaines astuces des conseils de certaines parties civiles qui, dans leur plaidoirie sur la responsabilité pénale des accusés, ont eu à esquiver le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Mais sauf que, ceux-ci aussi, ils ont été compris. Ils n'ont pas poussé leur courage. Ils se sont vus limités, puisqu'ils sont allés, en ce qui concerne les demandes de réparation civile, ils ont demandé à ce que tous les accusés soient solidairement condamnés au paiement des montants faramineux qu'ils ont indiqués. Mais Monsieur le Président, ces développements, peut-être, nous allons les aborder à un certain niveau de la présente intervention. Pour revenir donc au témoignage, il est établi également, Monsieur le Président, que le capitaine, alors, à l'époque, j'ignore actuellement le grade, son grade, Fahimba Kamara a été entendu dans ce dossier comme témoin. Il a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il était lui aussi le chef d'une équipe. Les deux, Sori Kondé, Fahimba Kamara, si je ne me trompe pas, étant tous les deux chefs des deux équipes de patrouille, dont l'une devait emprunter l'autoroute et l'autre la route de Prince, je me demande relativement à ces deux équipes si on pouvait rechercher et avoir un troisième chef. C'est impossible. Et dans ce dossier, la troisième équipe de patrouille mise en place, cette fois-ci dirigée par le colonel Blaise Goumou, devait emprunter la voie menant à Lambaye. C'est les éléments acquis au dossier de la procédure. Des éléments à la disposition du ministère public, des parties civiles. Mais non, on ne veut pas faire état de cela, de tous ces éléments pourtant constants et établis. On met de côté. On dit non, il faut requérir, demander au tribunal. Il lui appartiendra de rendre sa décision. Et après, ils seront très prompts à déposer leur déclaration d'appel. Préparez-les. Monsieur le Président,
à ces trois éléments, il y a dans ce dossier la preuve du moyen de la thèse développée et soutenue par le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, relativement à sa détention et à la privation de sa liberté au PM3. Cette preuve a été rapportée. Vous vous rappellerez ici que le général Baldé, témoin également entendu ici, a déclaré et confirmé avoir vu le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, au PM3 et qu'il a été informé du temps énorme qu'il a mis au PM3. Ces éléments n'ont pas été combattus. Le contraire n'a pas pu être développé. Dans ce dossier, Monsieur le Président, le colonel Tamba Gabriel Diawara a comparu. Il a déclaré et confirmé effectivement avoir vu le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, au PM3, bien avant le 28 septembre. Et à l'une d'ailleurs des questions du ministère public, il lui a été demandé si le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, faisait l'objet d'une procédure régulière et que si le délai raisonnable avait été observé à son égard, il est allé jusqu'à parler d'abus d'autorité. Mais cela n'a pas fait bouger d'un iota le ministère public. C'est grave. C'est inquiétant dans une société. Lorsque des faits aussi graves que ceux qualifiés d'abus d'autorité sont portés à la connaissance des représentants du ministère public. On se demande, Monsieur le Président, quel est le sort des citoyens lambda? Quel risque courent nous autres? Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la chance d'être dans certains milieux. Monsieur le Président, ce dossier est certes un dossier comme tout autre, mais ce dossier a la particularité, il faut que je vous le dise, et de façon péremptoire, que ce dossier est aussi le dossier de la justice guinéenne. Le tribunal criminel de Dixine a la charge. Les magistrats formant ce tribunal aujourd'hui ont la lourde responsabilité de trancher et de se prononcer sur un dossier à travers lequel également, Monsieur le Président, distingués assesseurs, la justice guinéenne sera jugée. Ce sera le dossier aussi de la justice guinéenne. Ce volet, Monsieur le Président, je ne ferai plus d'autres développements puisque vous l'avez prouvé, vos assesseurs, à travers
l'attention particulière, constante et soutenue que vous avez accordée à tout ce qui se disait et qui se dit maintenant dans cette procédure, Monsieur le Président, ce dossier finira par passer. Et demain après-demain, certainement, ou des jours à venir, puisque vous avez déjà connu cette affaire, vous serez encore soit derrière vos différents postes téléviseurs ou ordinateurs en train de regarder ce procès-là en appel. Mais ayez simplement à l'esprit, lorsque vous serez dans le secret de la délibération, une seule chose. Est-ce que, au regard des éléments versés au dossier de la procédure, des éléments apportés au cours des débats et contradictoirement discutés par devant vous, est-ce que ces éléments sont suffisants pour asseoir la culpabilité de façon générale des accusés et particulièrement du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Ce souci constant, nous le connaissons, mais nous vous connaissant également, nous savons que ce souci-là sera très bientôt un lointain souvenir. Il a été tout à l'heure dit que les parties, nous autres parties au procès, nous n'avons que des demandes, des réquisitions, des prétentions à vous soumettre. Mais, et surtout, la décision à intervenir ne tiendrait pas compte du rôle du ministère public, des partis civils ou de la défense, mais simplement des éléments existants au dossier de la procédure et contradictoirement débattus ici. Monsieur le Président, aujourd'hui, les partis civils et le ministère public ont tenté de faire front commun et une forme de bloc pour tenter de vous mettre dans l'embarras, dans les difficultés. Mais c'est des tentatives vaines. D'ailleurs, vouées naturellement à l'échec. Ces tentatives ont consisté pour d'abord les partis civils de présenter leur plaidoirie fondée exclusivement ou tout au moins en grande partie sur ce qu'elle appelle requalification, pour que l'embarras du ministère public soit au moins soutenu ou compris. Ça ne sera jamais compris. Ça ne sera jamais compris. Puisque devant les juridictions de jugement, Monsieur le Président, tout le monde le dit, il est de principe connu de tous que si votre juridiction n'est pas liée par les qualifications de l'acte de saisine, mais que vous êtes et demeure saisi, mais dans la limite de l'étendue des faits objet de votre saisine. C'est évident. C'est évident. C'est pourquoi
Vous comprendrez, dans les réquisitions du ministère public, il a été stratégiquement mis en place un schéma d'intervention. Mais ce jour, depuis l'ouverture de l'audience jusqu'aux réquisitions finales et conclusions du parquet, je ne faisais que prendre note. Je me disais que peut-être que c'est le fil qui était perdu. Ça pouvait être retrouvé à tout moment. Mais, malheureusement, ça n'a jamais été retrouvé. Au lieu de vous présenter les faits tels que contenus et développés à l'audience ici, Monsieur le Président, en lieu et place de ces faits, ce sont les déclarations des accusés qui ont été exposées. Mais, Monsieur le Président, le procès, une décision, comme l'ordonnance de renvoi, comporte également des parties, tout comme la décision à intervenir. L'exposé des faits n'a rien à voir avec les déclarations des parties. Cette autre partie n'a rien à voir avec la discussion ou les discussions du juge pour le tout déboucher sur les dispositifs. Les discussions, le ministère public le sait, au moins, ou est censé le savoir. C'est le point de vue du juge. Mais par rapport à trois choses: les faits, les éléments de preuve et par rapport au droit. C'est ça la discussion. C'est pourquoi, lors des précédents débats relativement à la requalification, nous avons dit, et nous continuons à le dire, c'est le lieu et l'occasion de le dire. Ce procès doit permettre désormais à tous les intervenants de faire la différence entre qualification et fait. C'est extrêmement important. Puisque juridiquement, Monsieur le Président, vous le savez, individuellement, votre composition, j'ai eu la chance de vous pratiquer, de voir les décisions prises. Je sais combien de fois vous êtes attaché à cet aspect. Mais dans ce dossier, le fourre-tout, tout est mélangé, du début jusqu'à maintenant. Mais la précision vous sera apportée par la défense dans cette affaire. Sur les faits, Monsieur le Président, il est constant. Relativement au colonel Ibrahima Kamara di Kalonzo, que son renvoi devant
le tribunal criminel n'est fondé que sur, comme je le disais, l'unique élément qui est le témoignage. Monsieur le Président, ce témoignage n'a pas été confirmé. Le témoignage de Sori Kondé qu'il a dénoncé n'a pas été confirmé. Donc la preuve par laquelle son nom, il a retrouvé son nom, disparaît automatiquement. C'est évident. Est-ce que, en dehors de cette phrase entre griffes, il a été rapporté par devant vous un quelconque autre élément relativement au colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo? La réponse est non. À moins que le ministère public n'ait reçu cet élément-là, mais ce tribunal ne l'a pas reçu. Parce que on ne dit jamais, jamais. J'aime le dire. Le caractère relatif de toute chose. C'est pourquoi il est conseillé et demandé de douter de tout, de ne faire confiance en rien, mais de croire en tout. Monsieur le Président, dans ce dossier, il n'a pas été produit ni développé un autre élément. Mais dans sa vaine tentative, le ministère public a, dans ce qu'il a appelé rubrique la preuve, est allé sur un certain nombre d'aspects. Mais Monsieur le Président, mon rôle est, dans ce dossier, fait que j'ai un peu du mal à parler de tout ce qui a été développé. Sinon, vraiment, j'avais l'envie de passer point par point les éléments tant développés par l'accusation que par les parties civiles. Lorsque le parquet parle de l'existence de preuves, il parle de preuves, il fait état des cas de mort, des cas de blessés, des cas de torture, des cas d'enlèvement. Il parle, selon lui, des rapports versés au dossier établissant l'usage des armes à feu. Mais Monsieur le Président, ce débat-là pouvait être plus riche si j'intervenais dans ce dossier pour l'ensemble des accusés, individuellement. Mais le parquet n'a jamais dit que relativement à ces cas de mort, de blessures, de torture, de séquestration, que la mort ou ses coups seraient la conséquence d'un acte de M. Ibrahima Kamara dit Kalonzo.
Les chiffres, nous, ne nous ébranlent pas. Peut-être pour l'opinion qui ne connaît pas. Ces chiffres sont bons. Mais le problème auquel d'ailleurs vous devriez vous atteler, c'est de réussir à établir la corrélation entre ces données chiffrées et les comportements individuels, soit directs ou indirects, des accusés, pour parler de complicité aussi. Mais, Monsieur le Président, à la suite de Maître Salifou Béavogui, ayant abordé, en ce qui concerne le colonel Brahima Kamara dit Kalonzo, les éléments factuels cumulatifs sans lesquels aucune infraction d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol, de vol armé ne saurait être réunie, Monsieur le Président, je voudrais tenir compte de la ferme volonté du tribunal de finir avec ce dossier avant les vacances judiciaires. Ça, ce souci-là me freine dans mon élan. Cependant, lorsque le ministère public et les parties civiles ont fait état de cette enveloppe générale, crime contre l'humanité, responsabilité du supérieur hiérarchique, Monsieur le Président, nous l'avons dit, développé, et une précision vient d'être donnée tout à l'heure par Maître Mamadi Doumbouya relativement à la question. Le parquet le sait très bien, mais puisqu'il n'a pas d'autres éléments, il faut simplement et exclusivement aller sur la base de ce fourre-tout. Mais il le sait que les faits exposés dans l'acte de saisine de votre juridiction, que ces faits-là ne peuvent nullement recevoir la qualification de crime contre l'humanité. Le parquet le sait. Mais en perte de vitesse, tous les moyens sont bons. Parfois, moi je vous comprends personnellement. Parfois, hein, ce n'est pas toutes les fois. C'est pourquoi, dans leurs réquisitions et plaidoiries, ils ont fait état non seulement des dispositions du Code pénal, du nouveau Code pénal, mais également du statut de Rome. Mais Monsieur le Président, nous sommes devant une juridiction nationale. Nous ne sommes pas devant une juridiction internationale. Nous ne sommes pas devant une juridiction mixte. Nous ne sommes pas devant une juridiction hybride. Nous sommes devant une juridiction nationale chargée de l'application de la loi pénale nationale. C'est extrêmement important. Le parquet, dans son éloquence connue, a brillamment exposé et fait état des éléments, des arrêts intervenus pour tenter de faire justifier leur réquisition tendant à la requalification, en se fondant sur un certain nombre d'arrêts. Mais ce qu'on ne vous a pas précisé, peut-être que c'est par inattention ou volontairement fait, relativement à l'arrêt de la Cour suprême rendu par les États-Unis, le parquet ne vous a jamais dit que cette juridiction était
une juridiction nationale et ayant fait application des lois nationales des États-Unis. On ne vous a jamais dit. Il a également fait état de 2 arrêts rendus par la Cour de cassation française dans l'affaire Klaus Barbie. Mais ce qu'on ne vous a pas non plus dit, le parquet ne vous a pas dit que cette cour avait été saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'assises de Lyon, une juridiction nationale, ayant fait application des lois nationales françaises. Mais c'est aussi l'intérêt et l'avantage que nos textes de loi suivent l'évolution de nos sociétés respectives. Le parquet a fait également état du procès de Nuremberg. Mais, sauf que, dans ce procès-là, ce procès n'a pas été fait par une juridiction nationale, mais plutôt une juridiction internationale. L'internationalisation du droit pénal, Monsieur le Président, a été marquée par un certain nombre de faits considérés comme des faits cruels. Mais vouloir parler de tous ces éléments, Monsieur le Président, ne nous permettrait pas de tenir compte du souci constant du tribunal et de tous les acteurs dans ce procès, celui de voir ce procès-là finir ici. Lorsque le ministère public requiert et les parties civiles demandent à une juridiction nationale de faire application non seulement de la loi pénale nationale, mais aussi du statut de Rome, à un même fait. On est où? On va où? Le statut de Rome n'est pas fait pour être appliqué par toutes les juridictions. Il faut le dire de façon claire et nette. Le procès Hissène Habré est une illustration parfaite. Pourquoi? Il a fallu un accord pour que cette chambre soit créée. Pourquoi dans l'arrêt rendu en appel, il est visé le traité ayant institué la chambre? Pourquoi, relativement même au tribunal pénal pour le Rwanda, le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone, pourquoi il a toujours fallu des traités et des conventions pour que ces juridictions fonctionnent? Pourquoi en Centrafrique, il a fallu une combinaison d'efforts? Mais là-dessus, Monsieur le Président, peut-être que le séminaire de formation sur les juridictions pénales internationales a certainement impressionné le ministère public. Mais ça n'a pas été compris, peut-être. Ce n'est pas applicable. Ce n'est pas à ce stade. Nous sommes là, devant une juridiction nationale, une juridiction ordinaire, pour faire application de la loi pénale guinéenne. Mais si vous demandez que les deux textes soient appliqués à la fois, je ne sais pas comment ça va se passer.
Mais, au fait, c'est un piège. Ne tombez pas dedans. Je vous connais pour ça. Vous n'accepterez pas. Tous les arrêts invoqués tant par la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt invoqué par le parquet, rendu par la Cour suprême des États-Unis, la France, ce sont des décisions, peut-être que quand vous verrez, vous parcourez les dispositions appliquées, ce sont les lois nationales. Personne n'est contre. Et même si vous prenez l'exposé des motifs de notre nouveau code pénal et de code de procédure pénale, lisez. Pourquoi les événements de 2007, 2009, pourquoi parce que tout simplement, en raison de ces événements, il est étant nécessaire de mettre à jour notre arsenal juridique, il est important de tenir compte d'un certain nombre de paramètres. C'est extrêmement important. Crime contre l'humanité, nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Responsabilité du supérieur hiérarchique. Mais qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Quelle est la peine? Il est allé jusqu'à dire, non, là-dessus, ce sont les dispositions du nouveau code pénal qui doivent s'appliquer. Mais quand vous allez parcourir leurs réquisitions, les dispositions légales visées, ils parlent encore des dispositions du statut de Rome. Mais limitez nos problèmes. Au moins définissez les angles d'analyse et de réflexion juridique. Monsieur le Président, ce débat, ces observations relativement à cette question de requalification méritaient d'être effectuées. Pour terminer, Monsieur le Président, mes propos relativement aux intérêts civils réclamés par les parties civiles, elle demande à ce que les accusés soient solidairement condamnés au pain. Mais, d'accord. Mais condamner un accusé ou des accusés solidairement au paiement d'un montant ou des montants suppose au moins un ou des actes. Un des intervenants, d'ailleurs, un grand civiliste, qui a été mon professeur de droit civil, le doyen Maître Amidou, c'est pourquoi je ne vous en veux pas dans ce procès. Les plaidoiries effectuées dans ce dossier, si elles étaient faites par Maître Jean-Moussa Sovogui, Maître Lansine Silla, j'allais me poser assez d'interrogations. Le pénal, c'est une autre matière. Les conventions internationales, les traités internationaux, il faut faire la part des choses. En matière civile, la matière civile n'est pas la même que la matière pénale. La matière commerciale, la matière civile, les matières civiles et administratives peuvent aller. Mais la loi pénale, j'ai entendu des choses, vraiment, je ne souhaiterais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est important, le pénal, c'est le pénal. C'est vrai, c'est difficile, hein? Moi, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise relativement à ces questions, puisque nous avons à l'esprit et le souci constant de faire au moins profiter à tous ceux qui auront l'opportunité
de suivre nos différentes interventions et l'intervention de tous les acteurs ici, de pouvoir tirer profit. C'est ça aussi. L'enseignement, ce n'est pas seulement dans les facultés de droit, pas dans les salles de classe. Monsieur le Président, ce tribunal a donné de larges enseignements au peuple de Guinée et à toute l'humanité. C'est extrêmement important, nous ne devons pas perdre de vue. Les procès, ce sont des procès. Les intérêts des clients sont et demeurent des intérêts du client. Mais au-delà de tout, nous avons des impératifs à tenir compte. Pour donc conclure, les parties civiles ont fait état des montants. Moi-même, je n'ai pas eu la chance de les retenir. Mais ces montants, quel est le seul fait ou le seul acte ou abstention du colonel Ibrahima Kamara Kalonzo, dit Kalonzo, posé ou qui devait être posé, mais qui a été de nature à causer un quelconque dommage. De quel dommage? Ou bien puisqu'il est poursuivi? Ah non, on se pose bien la question de savoir. Maître Mamadi vient de faire état des 3 éléments cumulatifs sans lesquels aucune réparation ne doit être réclamée. Un fait dommageable et la corrélation entre le fait et le dommage. On n'est même pas en mesure de dire quel est l'acte. On a même l'impression que ce procès-là, c'est pour que le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, justifie sa mise aux arrêts. Et, ah non, ça, pourtant, les faits là, poursuivis, ne se sont pas produits au PM3. C'est au stade et environnant. PM3, stade 28 septembre. Non. On dit non, il n'est pas en mesure de... Et on dit non, puisqu'il était dans le système. Pas, ce procès-là n'est pas un procès de système. Mais c'est grave. Si c'est un procès de système, le tribunal vous répondra. Même si c'était le cas, au moins, les efforts doivent être fournis de nature à établir le rôle de chacun des intervenants dans le système. Mais ce n'est pas ce qui nous envoie ici, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, donnez acte à la défense du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo de toutes ces plaidoiries et faire application des articles 544, 549 du Code de procédure pénale. Les faits, si des infractions ont été commises au préjudice des parties civiles, si les parties civiles et le ministère public ont la preuve de ces infractions, mais ces parties n'ont pas été à mesure
d'apporter la preuve de l'imputabilité de ces faits au colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. En le faisant, ce serait justice. Et justice des hommes, justice aussi de Dieu, puisque, Monsieur le Président, nous vous connaissons et nous vous demandons respectueusement de rester en harmonie avec le peuple de Guinée, et pour le réussir, nous vous demandons de demeurer et rester dans le vrai et le juste. Je vous remercie. Voilà, c'était le dernier pour M. Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Maintenant,